achieving the first solar flight around the world. This is the story of two men. Bertrand Piccard, psychiatrist and explorer, and André Borschberg, engineer and entrepreneur. A team driven by a vision of the future and a passion for innovation. And the first airplane of perpetual endurance, able to fly day and night without fuel. Together with their partners, they wanted to show the power of pioneering spirit and clean technologies to bring solutions for a better world. Solar Impulse, the adventure showing that change is possible. It's a bit the moment of truth, because you simulate, you calculate, you imagine, but there is nothing like testing and doing it in real. We deeply believe that we can achieve impossible and incredible things with renewable energies, like flying around the world with no fuel. And if this works, of course, everybody can do it on the ground to make a cleaner world. And this can be your way to be with us in the plane. And this was a scene in Abu Dhabi early this Monday. Dans ce journal également, les ultralight plane is powered only by the sun's rays. Between March and July 2015, Bertrand Piccard and André Borschberg flew without a drop of fuel from Abu Dhabi to Oman, across the Arabian Sea to India, Myanmar, China, Japan, and over the Pacific to Hawaii. How are you feeling after all that time? You broke a world record in terms of solo flight a few hours ago. Resuming the round-the-world adventure in April 2016, Solar Impulse continued from Hawaii to California and New York, across the Atlantic to Spain, then Egypt, and made it back successfully to Abu Dhabi in July. Today, the challenge is no longer to conquer the moon. The challenge is to conquer quality of life on Earth. Our world desperately needs the implementation of clean technologies to reduce the energy consumption and the waste of natural resources. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. This airplane was not built to carry passengers, but to carry a message. The world could reduce half of its CO2 emissions by replacing old polluting devices with new clean technologies, like those used on Solar Impulse. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Inspiring generations, promoting innovative solutions to the challenges of humanity, inventing a brighter future. Solar energy made it possible to fly many days and nights in a row without fuel, crossing 2 oceans and remaining airborne longer than any jet plane in history. 2016 has seen the completion of this pioneering adventure, flying 40,000 kilometers round the world without a single drop of fuel. More than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further.
Like Solar Impulse, the clean tech revolution has taken off, presenting new ways of thinking and doing to achieve the impossible. And you can be a part of it. L'aventure de Solar Impulse dans ses péripéties ressemble beaucoup à l'aventure de la transition énergétique. Quand je suis arrivé chez les constructeurs d'avions avec cette image-là, en leur disant que c'est ce que je voulais obtenir, un avion qui vole sans carburant, uniquement avec le soleil, les spécialistes m'ont dit c'est impossible. C'est impossible parce qu'on ne pourra jamais produire assez d'énergie avec le soleil pour faire voler un avion jour et nuit. Et ça, c'est exactement le reflet de notre monde. On veut toujours produire plus et on ne pense jamais à économiser plutôt que produire davantage. Solar Impulse a volé uniquement à cause de son efficience énergétique. Et c'est ça que les constructeurs aéronautiques n'avaient pas compris. Donc 5 minutes pour comprendre qu'on n'avait pas assez d'énergie et 3 ans pour rendre l'avion suffisamment efficient pour qu'il puisse se contenter de la petite énergie qui était donnée par le soleil. Mais pour le rendre efficient, qu'est-ce qu'on avait? On avait par exemple une structure en fibre de carbone qui était 10 fois plus légère, proportionnellement à la taille bien sûr, que tous les meilleurs planeurs et avions de compétition. 10 fois plus légère. Alors quand on va chez les constructeurs aéronautiques en leur disant « écoutez, on a trouvé une solution, il nous faut l'envergure d'un jumbo jet et le poids d'une voiture, et avec la puissance d'un scooter, on va arriver à voler », ils nous disent une deuxième fois que c'est impossible parce que ça sort du domaine de vol qui est connu. À partir de là, il faut trouver quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible. Et pour nous, c'était quoi? C'était un chantier naval. Un chantier naval qui n'avait jamais fabriqué d'avion. Et ça doit nous éclairer. Parce qu'on voit bien que dans toute notre aventure de la transition énergétique et de la protection de la planète, on a des spécialistes qui résistent. Et on a des outsiders, des gens qui viennent complètement de l'extérieur, qui amènent des solutions. La première voiture électrique qui a vraiment eu du succès n'a pas été faite par un fabricant automobile. Elle a été faite par un milliardaire d'Internet qui n'avait jamais fait de voiture et qui a pris ce qu'il connaissait, c'est un écran d'ordinateur, pour construire la Tesla autour. Et à partir de là, tous les autres constructeurs ont commencé à courir pour combler leur retard. Rappelez-vous une chose, ce ne sont pas les fabricants des meilleures bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. Ce sont d'autres gens. Et par conséquent, il faut ouvrir le champ de toute la transition énergétique, de toutes les nouvelles technologies, de toute l'innovation, à des gens qui ont envie de changer et pas à ceux qui préfèrent résister. Parce que ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université, ce qu'on apprend dans toute notre vie, ce qu'on apprend le plus souvent en politique, c'est à penser en ligne droite, comme sur cette image. On a peur de l'inconnu, on ne veut pas être remis en question par des doutes et des points d'interrogation, ce qui fait qu'on veut avancer tout droit sans regarder à gauche et à droite ce qui pourrait nous déranger. À partir de là, c'est vrai qu'on est prêt à s'écraser dans le premier obstacle. Et là, on va se dire, mais pourquoi est-ce que la vie est si cruelle, au lieu de nous demander pourquoi nous ne sommes pas prêts pour la vie? Alors, comment est-ce qu'il faut se préparer? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les problèmes. Et je ne vais pas passer les 15 premières minutes de mon speech, comme tout le monde, à expliquer pourquoi les changements climatiques sont une catastrophe pour l'humanité. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de vous dire que les solutions existent et que le grand obstacle, il est psychologique et pas technologique. Le grand obstacle, il est là. Tout le monde veut faire un futur qui est une extrapolation du présent, alors que le futur ne peut exister qu'en étant imprédictible et qu'en étant disruptif. Par conséquent, il faut se préparer à toutes les possibilités et voir laquelle on va utiliser. En d'autres termes, il faut voir le futur avec toutes ses options, toutes les voies différentes.
toutes les trajectoires possibles. Quelques-unes de ces trajectoires-là iront au bon endroit. Mais au départ, on ne sait pas lesquelles. Par conséquent, il ne faut pas seulement être un pionnier qui ouvre une nouvelle voie, il faut être un explorateur qui a le courage d'essayer toutes les voies, en sachant que quelques-unes vont rater. Mais le pire, ce n'est pas de rater, le pire, c'est de ne pas essayer. On sait très bien que la ligne droite nous conduit à la catastrophe. On sait très bien qu'il y a des chemins de traverse qui portent les solutions. Donc il faut essayer les voies de traverse. Quand on voit les grands exploits de l'histoire du XXe siècle, comme marcher sur la Lune, comme monter à l'Everest, comme voler dans le ciel, ce ne sont pas des nouvelles idées, ce ne sont pas des inventeurs qui tout à coup se sont dit « on va essayer de faire quelque chose de nouveau ». C'était des rêves millénaires de l'humanité. Des rêves millénaires. Pourquoi est-ce que tout à coup ça a marché? Alors certains diront parce qu'il y a eu des nouvelles technologies, mais même pas. Le premier avion était construit avec de la toile tendue sur des baguettes de bois en 1903. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler du haut de leur pyramide. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? À cause de la croyance qu'il n'y avait que les dieux qui pouvaient voler. Léonard de Vinci a construit des maquettes d'avions qui auraient parfaitement pu le porter en vol. C'est prouvé aujourd'hui. Ces maquettes auraient pu voler avec un pilote. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Mais parce qu'il aurait été brûlé et torturé par l'Inquisition. Les Tibétains et les Népalais ont eu l'Everest devant eux pendant des millénaires, mais ils n'avaient pas le droit de profaner la montagne. Alors au début du XXe siècle, des explorateurs se sont dit « nous n'acceptons plus ces règles et plus ces limites, et nous allons les briser ». Et finalement, c'est ça le monde de l'exploration. L'explorateur est un insatisfait. C'est quelqu'un qui ne veut plus de la situation actuelle et qui va casser les règles, casser les paradigmes, casser les dogmes. Et en 66 ans, ce qui est vraiment court dans l'histoire de l'humanité, 66 ans, vous avez le premier avion, vous avez le pôle Nord, le pôle Sud, l'Everest, la fosse des Mariannes et la Lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation ne vient pas quand vous avez une nouvelle idée, l'innovation vient quand vous jetez derrière vous des vieilles croyances. Et à partir de là, le paradigme est changé et vous pouvez travailler. Alors le paradigme qu'il faut rompre aujourd'hui, et c'est urgent que tout le monde le comprenne parce que la plupart des gens, à la limite, en ont entendu parler, mais ne l'ont pas intégré dans leur trip. Pendant 50 ans, on a dit que la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques était quelque chose de cher, de difficile, qui allait impliquer des sacrifices. Comment est-ce que vous voulez motiver une population, des industriels et le monde politique pour quelque chose qui est cher, difficile et qui nécessite des sacrifices? Mais on ne peut pas. Le changement de paradigme aujourd'hui, c'est que la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques est rentable, enthousiasmante et pleine de solutions qui permettent aux gens de vivre mieux. Ça, c'est ce qu'on réalise aujourd'hui quand on voit la qualité exceptionnelle des solutions qui émanent des startups autant que des grandes entreprises. Et je peux vous dire que quand je volais dans Solar Impulse, c'est à ça que je pensais. Vous imaginez ce que c'est d'être sur un océan, de pouvoir voler aussi longtemps que je voulais. Le soleil faisait tourner mes moteurs électriques, charger les batteries, ce qui fait que je pouvais voler de jour, voler de nuit, atteindre le lever de soleil suivant avant que les batteries soient vides et refaire un cycle, et refaire encore un cycle. C'est le premier avion qui pouvait voler de manière perpétuelle. Chaque fois qu'on atterrissait, c'était uniquement pour changer de pilote ou parce qu'il y avait du mauvais temps devant nous et on devait attendre que la météo s'améliore. Autrement dit, quand on dit « the sky is the limit », c'est faux. C'est « the fuel is the limit ». Et à partir du moment où vous n'avez plus de carburant, vous pouvez voler perpétuellement. Et vous voyez vos moteurs électriques qui tournent à côté de vous, 4 immenses hélices, et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de carburant. Et là, il y a un moment où vous vous dites, forcément, c'est le
futur. Je suis propulsé dans une histoire de science-fiction. C'est pas possible. Eh bien oui, non seulement c'est possible, mais en plus ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et quand vous comprenez ça, vous vous rendez compte à quel point c'est le reste du monde qui est dans le passé. Le reste du monde est complètement dans le passé. On a aujourd'hui des soi-disant technologies qui ont toutes été inventées en 1880 au début de l'ère pétrolière. Des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement, alors qu'un moteur électrique en a 97%. Des maisons mal isolées qui sont des passoires thermiques. Des chauffages et des systèmes d'air conditionné complètement démodés, où on fabrique du chaud, où on fabrique du froid au lieu d'aller en prendre là où il y en a. Des ampoules à incandescence qui ont 5% de rendement, quand il y en a 95 sur le LED. Des stupid grids comparés au smart grid, c'est-à-dire une manière polluante et inefficace de produire de l'énergie limitée en quantité, mais utilisée de manière illimitée, distribuée de manière inefficiente et consommée en la gaspillant. Alors on veut la dernière application sur notre dernier smartphone et on accepte de traiter l'énergie comme ça, avec 140 ans de retard. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, le plus grand marché industriel du siècle, c'est quoi? C'est de remplacer ces infrastructures, ces systèmes et ces technologies démodées par quelque chose d'efficient, par quelque chose de moderne. Avec ça, ce n'est pas un sacrifice. Avec ça, vous créez des emplois, vous faites du profit, vous développez l'industrie. Développer l'industrie, ça veut dire faire une croissance propre. Une croissance propre, c'est une croissance qualitative. C'est le moment où vous allez faire gagner de l'argent aux entreprises sans augmenter le nombre d'objets qui arrivent sur le marché. C'est par exemple Engie qui gagne bientôt plus d'argent en aidant les clients par leurs services à consommer moins d'énergie qu'en produisant de l'énergie pour en vendre. Voilà un business model intéressant. Comme vous partagez les économies d'énergie avec le client, moins vous vendez d'énergie, plus vous gagnez d'argent. C'est ça une croissance qualitative. Comment est-ce qu'on arrive à le faire comprendre? Bien écoutez, quand on a réussi notre tour du monde, et vous l'avez entendu dans le film, ce qui était le plus important dans la célébration, c'était le panneau qu'on a mis devant l'équipe. Take it further. Allons plus loin. Transmettons ce goût de l'innovation et de l'exploration à d'autres qui peuvent l'implémenter tous les jours. C'est clair que Solar Impulse, c'était un symbole, c'était une manière d'attirer l'attention. Mais l'attention sur quoi? L'attention sur tout ce qui existe comme solution, qui sont le plus souvent dans des startups complètement méconnues, parce que les startups peuvent être très innovantes, mais leur point fort, ce n'est pas la communication. Ça peut être dans des grandes entreprises, mais ça ne va pas arriver au monde politique comme un objectif d'implémentation, ça va arriver au monde politique comme de la publicité et du marketing, donc reçu avec réticence. Donc ce que nous nous sommes dit, c'est qu'avec la Fondation Solar Impulse, Achieving the first solar flight around the world. C'était de sélectionner 1000 solutions rentables financièrement pour protéger l'environnement. Donc nous avons créé l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de manière à pouvoir regrouper dans une plateforme la plupart de ces startups et de ces entreprises. On a aujourd'hui 1400 entreprises et ce n'est pas 1400 inventeurs fous d'une idée irréaliste. C'est 1400 entreprises qui ont toutes des solutions technologiques, qui ont signé pour venir dans cette alliance mondiale, qui sont en train de soumettre leurs solutions. Et nous avons des experts indépendants qui labellisent ces solutions de manière à avoir le Solar Impulse Efficient Solution Label qui garantit la rentabilité de ces solutions technologiques. Qu'est-ce qu'on a? On a des choses absolument exceptionnelles sur les 5 SDGs. Dans l'eau, on peut désaliniser de l'eau avec de l'énergie solaire. On peut purifier de l'eau et la recycler en la faisant passer dans des microchamps électriques.
En termes d'énergie, on n'a pas inventé la roue. On regarde simplement ce qui se fait et qui marche. Quand l'Arabie saoudite installe des gigawattheures d'énergie solaire à 2,5 centimes le kilowattheure, vous comprenez que le règne du fossile ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a plus d'énergie fossile, mais simplement parce qu'il devient plus cher. Quand le vent fait de l'électricité à 3 centimes le kilowattheure au Maroc, vous avez aussi compris pourquoi le roi Mohamed VI peut dire qu'il y aura 52% d'énergie renouvelable au Maroc en 2030 et pas en 2050. Et il a raison. Comme moi, il doit détester ce chiffre de 2050. 2050, c'est un chiffre qu'il faut honnir. C'est le but qu'on se met parce qu'on sait qu'on ne sera plus là pour rendre des comptes. Donc, il faut donner des dates où on sera là pour rendre des comptes et où on sera là pour engranger la gloire. En termes de distribution d'énergie, c'est évident qu'on peut aujourd'hui, avec le Smart Grid, diviser par 2, sans rien faire d'autre, la consommation énergétique. Quand vous voyez qu'on peut stocker de l'énergie dans de la chaleur, qu'on peut stocker l'énergie dans du froid, qu'on peut déjà aujourd'hui la stocker dans des batteries et qu'on pourra bientôt la stocker dans de l'hydrogène, qu'on peut dans toutes les régions montagneuses remonter de l'eau dans les barrages quand on a assez d'électricité pour ensuite la récupérer quand on en a besoin, eh bien on voit qu'on peut totalement gommer les pics de consommation. Aujourd'hui, on a une production de base qui doit donner 100% du pic de consommation jour et nuit, alors que le pic de consommation, c'est 2 fois 1 heure dans la journée. Et pourquoi on doit produire 100%? Parce qu'on ne peut pas allumer ou éteindre une centrale à charbon, une centrale à pétrole ou une centrale nucléaire. Donc on doit garantir 100%. L'énergie renouvelable qu'on met par-dessus, elle fait plaisir à certains, mais elle est perdue puisqu'on a de toute façon assez pour la base. Si on est capable de gommer ces pics de consommation, on peut en tout cas enlever 20% de la production énergétique du pays. Et ensuite, avec l'efficience énergétique, vous enlevez encore les 30% pour arriver à 50%, mais sans avoir fait quoi que ce soit comme sacrifice. Ce qui fait que quand on dit qu'il faut décarboner l'industrie et l'économie pour 2030, c'est totalement possible, puisque aujourd'hui, on peut déjà faire 50% de différence. Dans la mobilité, c'est encore plus évident. Mais dans la mobilité, on voit ceux qui luttent contre l'augmentation de 7% du prix de l'essence, alors qu'on a une de nos solutions qui est un boîtier à 350 € qu'on met sur n'importe quelle voiture diesel ou à essence, qui permet d'améliorer la combustion et de baisser de 20% la consommation et de 80% les émissions. Vous avez des logiciels qui vous montrent en temps réel comment conduire pour économiser encore 20% supplémentaires. Mais il faut une incitation pour le faire. Il faut une éducation. On ne peut pas simplement dire aux gens « vous devez faire comme ça » sans leur expliquer pourquoi il faut le faire et en leur montrant comment le faire. Quand vous êtes bloqué dans un embouteillage à Paris, est-ce que vous allez vouloir acheter une voiture électrique? Non, parce que vous serez toujours bloqué dans le même embouteillage. Si vous voulez une incitation, dites aux voitures électriques qu'elles pourront emprunter les berges de Seine. Et seulement elles. Vous aurez un doublement des voitures électriques tous les mois pour pouvoir se dégager des embouteillages. Les bus électriques. Un bus électrique, c'est un peu plus cher à l'achat. Mais les calculs ont été faits par l'aéroport de San José, en Californie. Malgré le fait que c'est un peu plus cher à l'achat, on gagne 400 000 $ par bus sur sa durée de vie de 10 ans. 400 000 $. Donc, ouvrez des souscriptions populaires pour que des individus ou des groupes puissent payer le supplément du bus électrique et se faire rembourser comme ça. Vous aurez le bus qui s'appelle avec le nom de celui qui a payé le supplément, comme parrain. Et puis c'est lui qui encaisse les 400 000 $ sur la durée de vie. Et vous aurez des bus électriques gratuitement
en tout cas pas plus cher que des bus à combustion. On voit qu'il y a tellement d'astuces. Dans l'agriculture, on a une des solutions qui est labellisée chez nous, un adjuvant alimentaire, 30% de moins d'émanation de méthane et plus de production de lait. C'est une évidence parce que si vous faites moins d'inefficience avec des productions de gaz à effet de serre, vous êtes forcément plus efficient. Des processus industriels où vous fabriquez de l'inox avec 99% moins d'eau et pour 91% moins cher. Tout ça, ça existe. Donc le but, c'est d'en faire un portfolio avec les 1000 premières de ces solutions. Et je referai un tour du monde pour les amener aux chefs d'État, les amener aux chefs d'industrie, les amener aux institutions et leur montrer comment faire pour moderniser la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui nous permet de polluer. Même dans Paris, qui se veut une ville extrêmement propre ou avant-gardiste, on a encore des bus diesel plutôt que des bus électriques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tirer ces innovations vers le marché en créant une réglementation qui est suffisamment ambitieuse et sévère pour créer une nécessité. Quand vous avez une nécessité, eh bien, toutes ces solutions vont arriver sur le marché. Une des voies à suivre, c'est évidemment la taxe carbone. Mais pas une taxe carbone au coup par coup qui fait hurler tout le monde et descendre dans la rue. Une taxe carbone où chacun paye en fonction de ce qu'il produit comme carbone, mais récupère l'argent distribué de manière égale. Philippe Mabille produit 20 de carbone, il paye 20 de carbone. Moi, j'ai 80% de production de carbone, je paye 80. Ça fait 100, on divise par 2. Il a 50, j'ai 50. Il a gagné, j'ai perdu. Je fais quoi? Forcément, je vais essayer de devenir plus efficient. Forcément, je vais utiliser toutes ces solutions de manière à baisser ma production de carbone. La taxe carbone, c'est quelque chose que personne ne veut quand on ne l'a pas et que tout le monde veut quand il l'a. Très paradoxal. La Suède a 120, ça dépend qui, 120 à 135 € par tonne de carbone. Au début, l'industrie hurlait, et bien maintenant, ils en redemandent. Ça les a rendus plus efficients à l'exportation. Leur industrie marche mieux. La Californie baisse ses émissions de carbone et elle a 2 fois la croissance du reste des États-Unis. Donc, dire qu'on peut découpler la croissance et les émissions de CO2, c'est une évidence. Mais ce n'est même pas qu'on peut découpler les deux. C'est que quand on baisse les émissions de CO2, on augmente la croissance. Quand on voit qu'aujourd'hui, on importe des masses de soya et des masses d'huile de palme qui viennent de régions déforestées pour produire de l'huile de palme et du soya, qu'on en importe et qu'on l'utilise partout en Europe, il faut arrêter de demander aux autres de modifier leur comportement quand on n'est même pas capable, nous, de légiférer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit les règles de l'OMC ne nous permettent pas de mettre des barrières aux frontières. C'est totalement faux. Totalement faux. J'ai eu un débat avec le directeur général de l'OMC, M. Azevedo, qui a confirmé que les pays qui utilisent cet argument, cet alibi, font tout faux. Les lois de l'OMC autorisent parfaitement de bloquer aux frontières ce qui est moins efficient et plus polluant que ce qu'on produit chez soi. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est faire de l'huile de palme chez soi et interdire celle des autres. Mais si l'huile de palme est totalement interdite, il n'y a aucun problème de règles de l'OMC. Donc on voit que toutes les solutions existent. On voit que si on veut survivre aujourd'hui, il faut que le reste du monde comprenne ça et entre dans ce débat. Les investissements, on parle toujours des investissements, les investissements aujourd'hui sont en train de diverger du fossile au renouvelable et à l'efficience énergétique. Engie en est un exemple, BNP Paribas en est un exemple, Air Liquide. Tous ces gens-là investissent massivement dans le renouvelable. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer d'ici quelques années, pas très longtemps, quelques années, un moment où on aura toujours du pétrole, où on aura toujours besoin de pétrole et où les entreprises pétrolières seront très riches. Mais si au même moment tout le monde se désinvestit,
parce qu'on considère que ce sont des actifs pourris, comme dans la crise des subprimes en 2008, le marché boursier s'écroule. Donc il n'y a pas des ennemis et des amis, il y a des compagnons d'aventure. Les producteurs d'énergie fossile sont des compagnons d'aventure. S'ils tombent, nous tombons. Donc il faut les motiver à tout prix à se diversifier, à faire cette transition, parce que c'est une question de survie pour eux et c'est une question de survie pour nous. Ce n'est pas une question de survie pour la planète ira toujours très bien et elle ira peut-être beaucoup mieux quand il n'y aura plus d'êtres humains. Donc vous voyez que c'est notre survie qui est en jeu et pour ça, c'est notre état d'esprit qu'il faut changer. La dernière image que j'ai envie de vous montrer, c'est celle que j'ai prise pendant mon tour du monde en ballon il y a 20 ans. C'est le hublot de la cabine Breitling Orbiter 3, givré par l'humidité de la nuit, avec de l'autre côté un lever de soleil. Mais personne ne va voir le lever de soleil si on n'est pas capable de passer à travers la glace. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans toutes les situations qui nous paraissent difficiles, on préfère souffrir dans les problèmes que de prendre le risque de changer de niveau, de passer à travers la glace, de choisir les innombrables solutions qui s'offrent à nous pour avancer. Un des exemples, c'est les marchés publics, et je terminerai avec celui-là, parce que j'ai oublié de le dire avant. Dans les marchés publics, on a le choix entre choisir l'efficience et l'inefficience. Ceux qui restent bloqués dans la glace vont choisir, comme d'habitude, tout ce qui a existé. Ceux qui sont capables de traverser la glace pour voir le lever de soleil de l'autre côté vont sélectionner dans tous les marchés publics ce qui est efficient et ce qui est rentable. À partir de là, on aura un monde qui sera fédérateur. On aura un monde où la population comprendra pourquoi il faut atteindre ce but et comment atteindre ce but. On a un monde qui échappera à beaucoup de populisme puisqu'on aura mis une vision et la population a besoin de vision. Si on suit les populistes, c'est parce que les populistes ont des visions, même si on ne les aime pas et même si les manières de les atteindre ne sont pas celles qu'on veut. Mais on les suit parce qu'ils ont des visions. Ayons-nous une vision, ayons-nous un but, expliquons comment l'atteindre et expliquons que c'est ça qui relancera l'emploi, que c'est ça qui relancera la croissance et que c'est ça qui donnera un sentiment de fierté à tous ceux qui participent. Bonne chance à tous. Interpellé par Bertrand Piccard, je vais lui répondre, je suis tout à fait prêt à faire du trading de carbone et de taxe carbone avec lui. Je voudrais vous dire d'abord, on est vraiment ravis à la tribune de la voir et on va la voir une deuxième fois, vous allez la voir une deuxième fois parce que le 7 décembre, avec Bertrand Piccard, on l'a nommé rédacteur en chef d'un numéro qu'on sortira en pleine COP24 et qui sera donc introduit par un grand entretien avec Bertrand Piccard et puis avec toute la rédaction du journal, La Tribune. On a passé une longue matinée à débattre et chaque journaliste de La Tribune fera un papier sur son secteur, sur justement ces solutions pour avoir une vision qui est la vision de notre journal, de l'écologie rentable que vous avez décrit, un espoir, un message d'espoir. Avant de passer on a pris un peu de retard pour des raisons techniques, mais rassurez-vous, on va le rattraper. Avant de remercier Bertrand, peut-être juste une question. Avant de repartir en Suisse, vous ne passeriez pas par l'Élysée par hasard pour aller peut-être voir le Haut Conseil du président Macron? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez dans la période que nous sommes en train de vivre en France, cette première peut-être révolte de la transition écologique? À très court terme, la première chose à faire, c'est expliquer comment faire pour consommer moins de carburant que le coût de la hausse des taxes. C'est la première chose à faire. Si vous mettez ce petit boîtier sur une voiture, vous économisez 20%. Si vous apprenez à conduire de manière plus écologique, vous économisez aussi 20%. Personne ne sait, ou très peu de gens savent, qu'il faut toujours rouler, par exemple, légèrement en sous-régime. Il vaut mieux avoir moins de tours moteurs et plus de pieds sur l'accélérateur, parce que vous consommez moins. Les gens ne savent pas, les gens ils croient qu'il faut moins de tours moteurs pour consommer moins, donc ils roulent en première au lieu de deuxième, en deuxième au lieu de troisième, etc. C'est 20% d'économie. Par conséquent, mais juste des choses comme ça, didactiques, pédagogiques,
expliquer comment faire pour que la hausse des taxes et la hausse du prix de l'énergie passe totalement inaperçue, tellement on arrive à consommer moins. Et puis sur le long terme, forcément une taxe carbone généralisée qui est redistribuée. Ce qui fait que les gens qui ont peu de moyens produisent moins de CO2 et ils vont gagner de l'argent. Chaque mois, ils vont recevoir de l'argent parce qu'ils auront produit moins de CO2. Donc Emmanuel Macron doit expliquer aux Français qu'il va augmenter leur pouvoir d'achat grâce à la taxe carbone. Exactement. Oui, c'est pour ça que la Suède l'a fait. Mais ce n'est pas la taxe carbone que pour les gens qui ont besoin de leur voiture en campagne et puis qui permet d'importer du soya qui est obtenu par la déforestation et la destruction d'un puits de carbone en Amazonie. Vous savez que le dernier porte-container produit comme pollution par année l'équivalent de 55 millions de voitures. Parce que ce sont des fuels lourds. C'est peut-être pour ça aussi que les gens n'y croient pas. Pourquoi on leur demande à eux des efforts? Exactement. Vous ne pouvez pas demander aux gens, sans leur expliquer pourquoi, qu'il faut payer plus, alors que ceux qui polluent beaucoup plus qu'eux et qui gagnent de l'argent avec ça ont le droit de continuer à polluer. C'est évident que c'est une refonte totale. C'est une refonte de la manière de faire de la politique, de la manière d'enseigner aux gens et de la manière d'utiliser les solutions qui existent. Utilisons les solutions qui existent. Merci beaucoup Bertrand Piccard. Rendez-vous donc le 7 décembre dans la tribune et je crois qu'on va pouvoir passer à la table ronde suivante. Je vais accueillir Dominique Pialot qui est notre spécialiste du climat. Pas de problème. Merci Bertrand.